Le grand dialogue. Sigika Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le grand dialogue de ce jeudi, nous allons parler des conflits intercommunautaires au Mali, les conflits intercommunautaires qui font beaucoup parler de ces derniers temps. En effet, des cas de conflits d'extrême violence ont été enregistrés ces derniers mois, dont le dernier en date est celui de Tenenkou en 5e région. Hier encore, on parlait de 27 morts. Avant Tenenkou, il y a eu Kenyeba, Menaka et bien d'autres. Pourquoi tant de conflits intercommunautaires au Mali? À quel niveau faut-il situer les responsabilités? Que faut-il faire pour limiter les dégâts et éviter que des conflits du genre ne se reproduisent? C'est à ces questions et à bien d'autres que vont répondre nos invités. Nos invités, ce sont Chaka Tcheblé Doumbia du Centre d'analyse économique et politique présent dans ce studio. Nous avons effectivement Eli Diko. Il s'appelle Brema Eridiko, qui est donc sociologue. Lui, il n'est pas là dans le studio, il sera donc en ligne. De même que Oumar Bachili, qui est le maire de Mopti. Ce débat vous est présenté par Seydou Fomba. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue donc. Je vous le disais, les violences intercommunautaires, il y en a eu assez ces derniers mois au Mali, pas plus tard qu'hier. Deux communautés se sont affrontées à Tenenkou en 5e région. Le bilan est d'ailleurs très lourd. La situation s'est-elle à présent apaisée? J'adresse cette première question à vous, Oumar Bachili, vous qui êtes donc le maire de Mopti. D'abord, je vous remercie de cette question, mais acceptez que j'ai une pensée pieuse pour les victimes de ces sanglants affrontements. Alors, les conflits intercommunautaires au niveau de la région de Mopti, précisément dans le cercle du Ouarou et du Tenenkou, sont d'actualité. Et je vous fais savoir que cela est dû surtout à l'absence de l'État qui doit exercer la puissance publique au niveau, surtout l'étendue du territoire national. Alors, monsieur le maire, ça c'est les raisons que vous cherchez à nous expliquer, mais pour l'instant, on voudrait savoir comment se présente la situation actuellement. Est-ce que les choses se sont apaisées à Tenenkou? Oui, mais pour le moment, je pense qu'on a joué aux pompiers, les choses se sont calmées. Mais faudrait-il qu'on s'attaque à la racine du mal pour qu'on puisse vraiment juguler pour de bon ce phénomène d'insécurité. Alors, quel est le dernier bilan dont vous disposez? C'est d'abord, comme je l'ai dit, la présence effective de l'État. C'est d'abord le dialogue intercommunautaire, parce que je vous fais remarquer que ces communautés ont vécu en symbiose depuis la nuit du temps. C'est pas maintenant que ça va commencer. Voilà. Donc, monsieur le maire, nous aurons l'occasion de revenir sur les causes de ce genre de situation. Mais pour l'instant, dites-nous, à votre niveau là-bas, de quel bilan disposez-vous à ce jour? Les bilans sont vraiment un peu contradictoires, mais si je m'en tiens officiellement au bilan qui a été donné par l'administration, ça fait à peu près une trentaine de morts. Une trentaine de morts. Ça, c'est vraiment le bilan donné par l'administration. Et des blessés, il y en a? Il y a des blessés, il y a beaucoup de blessés. Beaucoup de blessés. Alors, il y a beaucoup de blessés de part et d'autre. Des populations déplacées, il y en a également? Ah oui, il y a des populations déplacées parce que les populations se sont déplacées vers Tenenkou et les populations se sont déplacées aussi vers le Massina dans la région de Ségou. Alors,
Merci beaucoup, monsieur le maire. Nous allons vous retrouver sous peu, le temps de retourner dans ce studio pour nous adresser à Chaka Tcheblé Doumbia, qui est donc du Centre d'analyse politique et économique. Chaka Tcheblé Doumbia, vous venez de l'entendre. Ce qui s'est passé à Ténékou est d'une extrême gravité. Imaginez, on parle d'une trentaine de morts. Alors, à vos yeux, cette situation, comment est-ce qu'il faut la comprendre, comment est-ce qu'il faut la qualifier? Ok, merci beaucoup, Monsieur Fomba. Bonsoir à vous, bonsoir à tous nos auditeurs. Tout d'abord, je tiens quand même à présenter mes sincères condoléances à toute la famille des disparus et prompt rétablissement à ceux qui sont dans des situations difficiles, notamment ceux qui sont blessés. Ceci étant, vous avez déjà fait l'historique des différents conflits intracommunautaires à commencer par Ménaka. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que peut-être lorsque nous essayons de faire une analyse approfondie, chaque conflit, c'est-à-dire pour chaque communauté, nous pouvons peut-être avoir des raisons spécifiques à chaque conflit. Si nous prenons le cas de Mopti, j'ai cru comprendre que tout est parti de la mort d'un conseiller municipal et que de ce fait, il y a une question de voyance. La situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui peut également favoriser ces différents conflits intercommunautaires. La seconde remarque qu'il faut faire, c'est quand même les armes avec lesquelles j'ai lu le communiqué de Human Rights Watch avant de venir. Il parle des armes AK-47 et donc ça, je pense que la situation dans laquelle nous vivons fait également qu'il est tellement facile de se procurer des armes et de perpétrer des genres de conflits. Maintenant, nous allons joindre le sociologue Issaïd Brema Eli Diko. Monsieur Diko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc sociologue. Vous, quelle lecture faites-vous de ce qui est arrivé ces jours-ci à Ténékou? Déjà, prompt rétablissement blessé et toutes mes condoléances aux centres victimes. Moi, je pense que cette situation dénonce d'un effritement des relations sociales parce que, comme le disait le maire tantôt, depuis longtemps, la communauté vivait en symbiose. C'est vrai que de temps en temps, il y a des conflits intracommunautaires, intercommunautaires, mais de là à atteindre ce niveau, ça c'est vraiment un massacre, parce que je ne pense pas que j'ai d'autres qualificatifs pour ça. Je pense que les gens, il y a en fait une situation où les gens se rendent justice, parce que, comme le maire l'a dit, il y a une absence de l'État. À part les grandes villes, maintenant tout le monde a peur du front de libération nationale. Et donc, à l'absence de justice, chacun se rend justice. Et il faut aussi dire que dans cette région, des conflits existent depuis longtemps, des conflits entre les éleveurs et les sédentaires. Et en fait, des tensions qui existaient et puis qui ont atteint leur paroxysme. Malheureusement, donc, le décès qu'on a annoncé de conseiller, ça c'est peut-être la poudre qui, enfin, en tout cas, quelque chose qui a ravivé les choses, mais des tensions couvertes, quoi. Donc il y en a d'autres. J'espère que le déplacement de M. Habi et de Aguerlaf va permettre aux gens de revenir à la raison, que les gens puissent parler et que la justice puisse faire son travail et que toutes les responsabilités soient. Alors, nous allons maintenant à Mopti pour retrouver le maire Oumar Bathily. Monsieur Bathily, dites-nous à présent, vous l'avez souligné vous-même, vous avez dit que c'est des communautés qui cohabitent depuis quand même très très longtemps. Alors, comment est-ce que ce genre de situation peut arriver entre deux communautés qui habitent depuis si longtemps? Je note de passage que le fait d'évoquer qu'il y a l'adjoint au maire, le troisième adjoint président au maire qui a été assassiné, ça c'est un alibi. Quand je dis qu'il n'y a pas d'administration pour exercer la puissance publique, quand je dis qu'il n'y a pas de justice et pour distribuer sainement la justice, il y a problème au niveau de la société. Il y a problème au niveau de vouloir vivre en commun. Il y a problème au niveau du bon vivre en commun. Je pense que c'est cela dont il s'agit. C'est-à-dire, je refais remarquer que cette cohabitation date de très longtemps. Aussi longtemps que cela, on peut relever, mais il n'y a jamais eu de conflit de ce genre, il n'y a jamais eu mort d'homme de ce genre. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème au niveau de l'État central même.
c'est ça qui favorise cette situation de carnage. Excusez-moi du mot. C'est de cela dont il s'agit. Alors, monsieur le maire, vous avez évoqué l'assassinat d'un maire. Dès lors, certainement qu'il y avait une certaine tension. Est-ce qu'on ne pouvait pas peut-être prendre quelques mesures, essayer d'anticiper? Oui, c'est ça que je dis. Je dis on pouvait prendre quelques mesures, parce que la situation, ça couvait depuis longtemps. Parce que quand vous voyez que il y a un affrontement depuis le départ entre le Peul, entre le Bambara, par rapport à l'exploitation de la terre. Et je pense que ça veut dire qu'il y a une situation qui couvait, la situation était là, latente, qui couvait depuis très longtemps, mais qu'on n'a pas pu vraiment anticiper par rapport à la gestion du fait que, parce que, en fait, ces deux communautés, mais c'était une complémentarité. L'élevage et l'agriculture de tout temps ont été une complémentarité dans nos contrées. Et il y a même des cousinages à plaisanterie entre le Peul et le Bambara. Le Terry Bambara, Flakeni, ou bien Tricap Flakeni. Ça, c'est avec cette situation. Je dis que parfois même, j'ai l'impression que l'administration, tout ce qui est institution, pour tout ce qui est institutionnel, je veux dire, tout ce qui est administration, nous sommes un peu en déphasage avec vraiment la société civile. Nous sommes vraiment un peu en déphasage. Parce que les frontières, et ils n'ont pas de frontières, ils ont des intérêts par rapport aux échanges commerciaux. Ils ont des problèmes par rapport au bon voisinage. Ils n'ont pas de problème par rapport au bon voisinage. Ils n'ont pas de problème par rapport vraiment à l'exploitation spatiale du territoire. Mais le fait vraiment de faire le fait qu'il y a l'absence de l'administration, ne serait-ce que pour équilibrer cela, ne serait-ce qu'il y a la justice qui est absente pour distribuer sainement la justice. En ce moment, ça devient une jungle. Ça devient une jungle. Alors, nous retournons dans ce studio. Nous retrouvons donc vous, Siaka Tchebli Doumbia. Alors, une situation qui était là, ça couvait et malheureusement, on n'a rien vu venir. On n'a pas pu anticiper. Vous comprenez cela en tant qu'analyste? Oui, dire qu'on n'a pas pu voir ça venir, ça c'est une autre question. Mais la question fondamentale que vous avez posée, c'est pourquoi n'avoir pas pu anticiper cela. Et je pense que il faut quand même essayer de situer la responsabilité de l'État dans cette histoire-là. La responsabilité de l'État est à situer, à mon sens, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est quoi? C'est que nous avons cru comprendre que depuis un certain moment déjà, les autorités, les hommes en tenue, les militaires qui sévissaient dans cette partie du territoire étaient en train, d'après ce qu'on nous a dit, d'arnaquer la population. C'est-à-dire les peuples qui sont là-bas et qui détenaient les armes, on les parfois faisait payer des amendes ou du n'importe quoi pour dire que voilà, vous ne devez pas. Donc il y avait déjà une rupture entre l'armée régulière et la population et les peuples qui sévissaient dans cette zone. Ça, c'est la première responsabilité. La seconde responsabilité, à mon niveau, c'est qu'une violence intercommunautaire qui a commencé le 30, qui continue le 1er jusqu'à 3 jours et entraînant un tel débit, et que c'est tout récemment qu'il faut voir l'intervention des autorités dans cette zone. Moi, à mon avis, c'est ce qui a quand même un peu frustré mon analyse. Alors, nous retrouvons Brema Eli Diko qui est donc sociologue. Dites-nous, monsieur le sociologue, vous aussi vous estimez qu'il faut ici situer les responsabilités? Oui, tout à fait. Vous savez, la responsabilité est toujours partagée entre les acteurs. Ceux qui ont pris les armes, ceux qui sont entretués, sont tous coupables de la situation parce qu'on n'a pas le droit de se rendre soi-même justice dans un état de droit. Malheureusement, comme mes prédécesseurs l'ont dit, l'État a failli longtemps dans cette zone. Vous allez dans la région de Mopti, le seul rapport que beaucoup de éleveurs ont avec l'administration, c'était un rapport de ponction. Cela a duré, donc à un moment donné, les gens n'en peuvent plus. Ils ne peuvent plus se fier à cette administration qui les a ponctionnés. Et donc, s'ils peuvent se rendre justice dans un contexte de prolifération des armes légères, ils achètent eux-mêmes les armes, parce que depuis 2012, les armes s'approfilent.
vous allez voir chaque éleveur a son arme, donc voire 2 armes. Donc les gens se rendent justice parce qu'ils se rendent compte que la justice conventionnelle a rendu mal beaucoup de procès dans la région de Mopti. Cela est une vérité. Maintenant, si on dit que c'est un mensonge, on va continuer à saupoudrer la vérité et d'autres cas vont arriver et je ne l'espère pas. Donc la responsabilité de l'État, c'est que il n'a pas forcément, je pense, l'État ne s'est pas focalisé sur beaucoup la région de Mopti pour contrôler la circulation des armes, pour voir en fait les procès qui n'ont pas été rendus, pour les rendre comme cela se doit. Et malheureusement, beaucoup de juges se sont retrouvés dans des procès souvent où le procès a été mal rendu. Donc, quand il y a des frustrations comme ça, les gens essaient de se rendre eux-mêmes justice. Et donc, la responsabilité, vraiment, elle est partagée. C'est à la fois l'État, donc les maires, souvent, de cette zone-là, certains sont mêlés dans des histoires pas très claires. Bon, tout cela est connu. Le problème, c'est que c'est pas qu'on ne sait pas. On a vu venir. On a pensé que, bon, comme les conflits sont récurrents, qu'on allait trouver une solution. Bon, on ne s'est pas levé à temps et puis malheureusement, ça s'est transformé en fait en un carnage. Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les conflits intercommunautaires au Mali, c'est donc le sujet du grand dialogue de ce jeudi. Nous avons 3 invités pour échanger sur le sujet. Oumar Bathily, qui est le maire de Mopti, il est en ligne. Brima Elidiko, sociologue également en ligne. Et ici présent dans ce studio, Chaka Tcheblé Doumbia du Centre d'analyse politique et économique. Alors, vous l'avez dit, Monsieur Doumbia, justement, vous avez dit que chaque conflit a son contexte, se déroule dans un contexte particulier. Mais voyons quand même ensemble la Ménaka, Kenyeba, Bouna du côté de la frontière ivoirienne. Pour ne citer que cela, on peut quand même parler de recrudescence de la violence intercommunautaire, non? Ah oui, il y a une montée de la violence intercommunautaire. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais c'est cela nous conduit à forcément lier chaque violence, à avoir un... D'abord, ce que moi je peux ici souligner, c'est que le cas de Ménaka, c'était entre des communautés et l'aménagement a dépêché une enquête qui rendra peut-être, je ne sais pas si les rapports a été publiés. Mais là, si on peut avoir un point commun entre ces différents conflits intercommunautaires, c'est la postérité des événements que nous vivons actuellement. Ça peut être un facteur encourageant. Parce que cela a quelles conséquences? La détention illégale des armes. Notamment, j'ai parlé des armes avec lesquelles on menait l'opération de l'autre côté. Les armes AK-47, auparavant, ce n'était pas n'importe qui pouvait se procurer ces armes-là. Ça, c'est un premier. Le second aspect, c'est que également la situation que nous connaissons, la lutte contre le terrorisme. Et j'ai cru comprendre qu'on est en train d'assimiler ces peuples-là à des gens qui sont en train de soutenir le front de libération. Donc là également, c'est un facteur. Et ce qui s'est passé à Ménaka également, ça peut être lié aux événements post-conflit que nous connaissons. Mais dès là, lorsque nous essayons de creuser davantage, de voir ceux qui sont à la base de chaque conflit, je pense qu'au fond, nous allons voir une différence entre les différents conflits communautaires. Nous avons toujours en ligne Oumar Bathily, le maire de Mopti. Alors, M. Bathily, nous avons parlé du cas de Tenenkou, mais je le signalais, il n'y a pas eu que Tenenkou, il y a eu Ménaka, il y a eu Kenyeba, il y en a eu d'autres. Vous, comment est-ce que vous comprenez cette situation, le fait quand même qu'on assiste à une certaine recrudescence de ce genre de situation au Mali? Moi, je pense que cela peut s'expliquer aussi par la situation d'insécurité généralisée. On a commencé d'abord en 2012 par le nord, les régions qui étaient occupées. C'était simplement Tombouctou, Gao, Kidal. Ensuite, la région de Mopti aussi a été touchée par d'abord le banditisme, ensuite l'insécurité, par, comme le disait tantôt l'autre, la prolifération des armes légères. Ensuite, ça s'est étendu vers le sud. Et même la région de Caille, vous avez vu qu'il y a eu une prise d'otage dans la région de Caille. Ça veut dire que le contexte généralisé d'insécurité peut être un facteur favorisant de cette situation.
Retour maintenant à l'autre qui est en ligne. Il s'agit de Brema Eli Diko, qui est donc sociologue. Alors, dites-nous, monsieur le sociologue, beaucoup de conflits intercommunautaires depuis un certain temps. À quoi est liée la recrudescence de ce genre de situation? Oui, alors la recrudescence, comme ils l'ont dit, c'est lié au contexte d'insécurité généralisée. C'est vrai que les conflits communautaires ont tout le temps existé, même avant la période coloniale. Donc, recrudescence, c'est peut-être parce que les médias, même, je pense, en parlent beaucoup maintenant on est au courant de ce qui se passe, donc on a l'impression que c'est nouveau. Alors qu'en réalité, ce conflit-là, dans ces zones, quand vous regardez, c'est toujours le même conflit. Et peut-être l'intensité qui a un peu changé. Et ça, c'est lié à la prolifération des armes. Parce que maintenant, les armes, on les retrouve comme des cacahuètes sur le marché. Vous-même, vous avez cité les AK-47. Ça veut dire qu'on a d'autres armes qui viennent, mais le conflit était autant fréquent qu'avant. En réalité, moi, je pense, c'est juste les moyens d'action qui ont peut-être évolué. Tant que l'État va être absent de certaines zones, les gens vont continuer en fait à s'armer et puis à rendre eux-mêmes justice. Et tant qu'il n'y aura pas une justice traditionnelle, je pense, adéquate, les conflits vont continuer à s'accroître. Je donne un exemple. La zone de Douanza et la zone de Boulkessi vers la frontière du Burkina, là, les peuples sont armés. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux étaient souvent membres de Moujao et ils se rendent compte que aussi, l'analyste l'a dit, certains d'entre eux maintenant, dès que de la jeune Mopsi, on parle de Peul, il est assimilé en fait aux djihadistes. Donc les gens ont peur. Chacun s'auto-arme d'une certaine manière en se disant, bon, je vais me protéger. Maintenant, me protégeant, si jamais il a une altercation avec quelqu'un d'autre, il essaie de se rendre lui-même justice. Et donc, c'est pour ça que c'est urgent qu'il y ait un redéploiement, je pense, des forces armées de sécurité partout où besoin est, et que la justice soit rendue pour les procès qui sont en cours. Parce que tant que les procès, les dossiers vont rester longtemps sur les tables, les gens vont profiter de la circulation des armes pour se rendre eux-mêmes justice. Chaka Chevalier Doumbia, est-ce qu'on peut dire alors qu'une sorte d'impunité a quelque chose, un rôle quelconque à jouer qui contribuerait donc à envenimer la situation par rapport au conflit intercommunautaire chez nous? Oui, l'impunité peut naître ces différents conflits, mais ce qu'il faut aussi il faut peut-être se poser la question à quoi est due cette impunité justement. L'impunité là est due à l'absence de l'État. Lorsqu'il n'y a pas une autorité qui exerce ses pouvoirs régaliens, il doit de soi que ceux qui sont là-bas essaient de se rendre et même la justice. L'impunité n'est pas due au fait que la justice n'est pas rendue normalement. Il y a une absence de justice, il y a l'absence de l'État. Et donc, ce sont ces facteurs-là qui expliquent l'impunité. Et donc, si l'État n'y est pas, les gens seront obligés quand même de se rendre justice eux-mêmes. Alors, Oumar Bathily, monsieur le maire de Mopti, vous pensez vous aussi qu'il faut peut-être mettre fin ou au moins atténuer quand même l'intensité, le degré d'impunité pour qu'il y ait moins de risques de conflits intercommunautaires? Oui, mais je dis la société, toute société c'est vraiment un mécanisme. On a dit, quand dans la vie en société, c'est vivre ensemble, c'est vouloir vivre ensemble. Mais s'il y a le doute qui s'installe, et s'il y a l'insécurité, s'il y a l'injustice, mais ça c'est des ingrédients qui sont déjà là, et pour que ça explose. C'est ce phénomène. Parce qu'il y a tous les ingrédients qui sont là. Alors, vous avez cité quand même 3 facteurs. Quel est le facteur qui pèse le plus selon vous? Mais nous vivons ensemble. Nous sommes des voisins. Mais il y a la méfiance, il y a le doute, il y a l'injustice. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Maintenant, j'ai dit, il faut qu'il y ait rapidement, je souhaite vraiment, et c'est vraiment sincère, je souhaite que s'installe un dialogue, que s'instaure un dialogue intercommunautaire. N'a-t-on pas l'habitude de dire que le dialogue, c'est l'arme des plus forts? C'est pas par la voie de canon, c'est pas en avoir un patron de militaires qu'on peut résoudre ce problème. Ce problème est né dans un milieu, par rapport à un contexte bien donné, dans un milieu déterminé, et ce sont ces acteurs
qui peuvent contribuer à l'apaisement de la situation afin que le vouloir vivre en commun, ils ont choisi de vivre en commun, ils ont choisi de vivre ensemble. Ceux qui sont là-bas, ceux qui sont dans dans ces localités, et ils ont choisi. Et ils étaient ensemble, ils étaient en parfaite symbiose. Et j'ai dit, c'est vraiment cette situation généralisée qui a fait que ça a éclaté. Et quand le peuple, il s'habille dans son accoutrement, quand le Bambara lui dit, ah non, c'est un djihadiste, il est dénoncé. Voilà. Maintenant, c'est quoi? Il va se défendre. Mais quand le Bambara aussi, quand le peuple aussi dit que le Bambara il a fait ça, c'est quoi? Il va défendre. Parce qu'il n'y a même pas l'équilibre social. Il n'y a pas d'équilibre. Alors, vous parlez d'une situation qu'on peut appeler amalgame. Comment y mettre fin, monsieur le maire? Je l'ai dit tantôt, j'ai dit que pour ma part, je pense que seul le dialogue intercommunautaire peut vraiment mettre fin à cette situation de crise généralisée. Et je l'ai dit, l'arme la plus redoutable, c'est le dialogue. Et c'est l'arme des plus forts aussi. C'est l'arme des plus forts. Il faut faire venir, instaurer, il faut faire venir la confiance. Il faut faire venir la confiance. Ces acteurs qui sont là sur le terrain, ils se connaissent. Ils se sont côtoyés. Ils ont partagé tout. Les faits d'état civil, les mariages, les décès, tout. Ils partagent le tout ensemble. Comment brusquement ils sont arrivés là? On se pose la question. Comment brusquement on est arrivé là? On se pose la question. Je dis vraiment que l'administration soit revienne dans toutes les localités, dans toutes les communes. L'effectivité de l'administration, vraiment la justice aussi soit là. Si c'est le cas, je pense que la population, avec le dialogue, qu'on renoue avec le dialogue au niveau des populations, avec vraiment le dialogue intercommunautaire, je pense qu'on trouvera la solution. Studio Tamani, dans moins de 2 minutes, ici à 18h45, nous allons observer une pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Les conflits intercommunautaires, c'est d'eux que nous parlons dans le grand dialogue de ce jeudi. Nous avons donc mis un accent particulier sur le cas de Tenenkou où les victimes quand même se comptent par dizaines. On l'a évoqué tantôt, il y a des facteurs quand même qui favorisent ces conflits, surtout lorsqu'on se réfère à ce qui s'est passé à Tenenkou. Parmi ces facteurs, on parle d'insécurité, on parle d'injustice, on parle aussi d'amalgame. Qu'est-ce que vous en pensez, Brima Eli Diko, vous qui êtes, je le rappelle, sociologue? Oui, alors donc effectivement, moi j'avais évoqué la question de l'injustice. Il y a des frustrations, j'avais dit, qui sont là depuis longtemps parce que les tensions ont couvé il y a longtemps. Et puis il n'y a pas eu une suite favorable à ces problèmes. Et à un moment donné, les gens ont eu des moyens d'action avec la prolifération des armes et qui sont rendus eux-mêmes justice. Donc, je pense que l'absence de l'État, donc des institutions judiciaires, peuvent expliquer beaucoup de choses, mais c'est aussi l'effritement des mécanismes traditionnels de prévention et de gestion de conflits, parce qu'avant, les gens se parlaient, quand même, on parle des communautés qui vivent ensemble depuis longtemps, il y a des relations matrimoniales, mais lorsque au faisant fi de toutes les relations, les gens prennent les armes et s'entretuent. Cela dénote de la gravité de la situation. Ça veut dire qu'à un moment donné, les mécanismes de prévention, de gestion de conflits ont failli, donc le dialogue ne faisait plus l'affaire. Mais bon, heureusement, les conflits, c'est un phénomène,
Après, je pense que la colère va se dissiper et les gens reviendront à la raison. Si on arrive, de mon point de vue, à situer rapidement les responsabilités et à prendre les sanctions qu'il faut, les faits vont se stabiliser rapidement. Maintenant, nous allons retrouver donc Chaka Tcheblé Doumbia ici présent dans ce studio. Dites-nous, monsieur l'analyste, a-t-on véritablement cherché à comprendre au niveau qu'il faut l'origine des conflits intercommunautaires? C'est une démarche quand même incontournable. Moi, je pense que d'abord, pour ce qui concerne l'origine de ce... Nous avons cité beaucoup de facteurs, l'injustice, l'insécurité. Mais lorsque nous voulons partir dans la résolution de ce conflit, quand on ne creuse pas pour atteindre les faits réels qui sont à la base de ces conflits, nous ne pouvons pas résoudre cette solution. Ça, c'est inévitable. Le second aspect que je vais souligner, c'est que ce n'est pas avec... Le maire a mis l'accent, par exemple, sur le dialogue. Ce n'est pas avec les forces militaires qu'on peut déployer de part et d'autre qu'on peut venir au bout de ce conflit. On peut tempérer, on peut calmer la situation, mais ce n'est pas avec les forces de l'ordre qu'on peut trouver une solution définitive à ces conflits. La justice, nous avons parlé de l'injustice, mais même si aujourd'hui on essaie d'appliquer la justice comme certains ONG essaient d'appeler, je suis d'accord avec ça qu'il faut que la justice se fasse, mais ce n'est pas non plus uniquement avec cette justice que nous pouvons venir à bout de cette solution. Comment? Il faut instaurer un dialogue intercommunautaire, comme le maire l'a si bien dit. Lorsque nous ne partons pas vers les notabilités de base, lorsque nous ne partons pas vers ceux qui sont les acteurs principaux pour essayer de trouver une solution à ce conflit, quelle que soit la solution que nous aurons préconisée, ça ne marchera pas. Et quand on n'identifie pas les faits réels qui sont à la base, également nous ne pouvons pas trouver de solution à ces conflits. Nous retrouvons donc Oumar Batir, le maire de Mopti. Monsieur le maire, est-ce qu'on s'est suffisamment impliqué pour comprendre les raisons de ce conflit, pour faire en sorte qu'il n'y en ait plus? Je pense que même si on ne s'est pas suffisamment impliqué, c'est vraiment l'occasion de nous impliquer suffisamment. Et nous sommes tous interpellés par rapport à cette situation. Nous sommes tous interpellés par rapport à ce conflit communautaire, de conflits sanglants. Vous savez, le peuple malien, c'est un peuple qui s'est pardonné. Et si tout le parcours historique du Mali, c'est vraiment le pardon. C'est un peuple qui, nous sommes à 90% musulmans, et les chrétiens qui sont minoritaires, et nous partageons tout ensemble. Nous faisons tout ensemble. C'est en communion. En communion. Et j'ai dit, le Malien, c'est pas quelqu'un qui est individuel. Hein. Je pense que les sociologues sont ça. Nous sommes tous d'une éducation de société. Nous sommes tous d'une éducation de société. Nous avons cette culture. Nous avons cette culture. Et je pense que ça, c'est vraiment des piliers sur lesquels vraiment nous pouvons vraiment poser pour rebondir. Pour vraiment rebondir. Je dis encore une fois que, de mon point de vue, c'est arrivé, comme on l'a dit, c'est arrivé. Mais j'interpelle tout le monde. Quand je dis administration, quand je dis État, quand je dis justice, c'est au nom du peuple que la justice est rendue. L'administration, c'est comme je l'ai dit, c'est une puissance publique qui représente l'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est celui qui représente tous les contribuables. Et c'est l'intérêt général. Et j'ai dit, les populations qui sont là, qui vivent en symbiose, en parfaite symbiose, je pense que c'est des populations vraiment très laborieuses, mais c'est comme ça. L'État est dans une situation difficile. Il faut qu'on se serre les coudes et puis accepter de rendre justice, accepter de se mettre en cause, de se remettre en cause, et le pardon va venir. J'en suis sûr. Le Malien, il pardonne.
Alors, nous allons à présent demander l'avis de Brima Eli Diko, qui est donc sociologue. Monsieur le sociologue, on a l'impression que, si on se réfère à tout ce qui a été dit tout de suite, là, on a l'impression quand même que tout le monde doit jouer sa partition. L'État, les communautés. Oui, la solution est toujours collective puisque la responsabilité est partagée entre les acteurs. L'État a déjà dépêché une délégation, le ministre de la Réconciliation, Aguerlaf et les autres. Donc ils sont là-bas. Je pense qu'en tant qu'il peut déjà porter le message de l'État pour leur assurer que justice sera rendue, qu'il faut déjà qu'ils cherchent, au lieu de blâmer les uns et les autres, qu'ils cherchent à situer les responsabilités, à comprendre ce qui s'est réellement passé. Parce que ce qui s'est passé là, la même chose qui s'est passée entre les Plumes et les Dogons, vous me rappelez aussi de l'agent Mopti, pour dire que dans l'agent Bougouni aussi, enfin dans le cercle de Bougouni, ça s'était passé. Donc pour comprendre vraiment les enjeux, situer les responsabilités, prendre des décisions que l'État peut prendre. Maintenant au niveau local, dans la mesure où les gens vivent ensemble, et d'ailleurs n'ont pas le choix que de vivre ensemble sur le même espace, qu'ils continuent en fait à pratiquer le dialogue, à dépasser ça et puis à se pardonner parce que bon, ceux qui sont déjà morts, c'est dommage, mais je pense qu'on peut dépasser la situation. Et maintenant, les communautés, les parents qui sont à Bamako, à mon avis, peuvent aussi les appeler pour intervenir et calmer les tensions des uns. Chacun doit en fait parler à son niveau et les autorités communales aussi doivent s'impliquer. Et plus le recotrade, voilà, etc. Chaka Tcheblé Doumbia du Centre d'analyse politique et économique, ne pensez-vous pas que les autorités, quand même, les autorités publiques doivent ici accorder le maximum d'intérêt à ce genre de situation et trouver tous les moyens pour relever les défis? Parce que après tout, si ce genre de conflit se multipliait, ne pensez-vous pas que c'est une menace qui s'ajoute à une autre, un danger qui s'ajoute déjà à une situation sécuritaire préoccupante? Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est un danger qui s'ajoute à un autre danger et qui, à la limite, ça peut se généraliser et aller atteindre un niveau où personne ne s'attend. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que la présence de l'État, on doit beaucoup mettre l'accent sur la présence de l'État et sur la responsabilité de l'État dans ces zones-là. Lorsqu'on est en face d'un vide, lorsqu'on est en face d'une situation d'insécurité, la vengeance, où il suffit seulement qu'il y ait un petit affrontement, sinon une petite discussion liée peut-être à des questions ethniques ou à des questions d'intérêt, afin que ça se généralise. Donc, la présence de l'État, la responsabilité de l'État, à mon avis, c'est à situer. Quand on termine là-dessus, on doit peut-être revenir au niveau de la communauté de base. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un garde-fou. L'État doit être là pour prévenir. Mais lorsqu'on est en plein pied dans la situation déjà, ça commet des dégâts. Et à mon avis, la solution maintenant, il y a des solutions temporaires, mais afin qu'on puisse avoir des solutions à long terme, il faut créer une communication, un dialogue entre les différentes communautés. Omar Bathily, le maire de Mopti, c'est vrai que la solution doit être une solution durable, donc une solution à long terme, comme le disait Chaka Tcheblé Doumbia. Mais je crois qu'il y a aussi urgence d'agir dans la mesure où la situation sécuritaire du pays est déjà assez préoccupante, disons. Oui, j'ai dit, nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes tous interpellés, nous sommes tous concernés et nous sommes tous interpellés par ce phénomène. Maintenant, j'ai dit, nous avons les leviers pour résoudre vraiment ces problèmes. J'ai dit, on a la chance, on n'a pas de problème d'ethnie au Mali. La nation au Mali a précédé l'État. Et c'est ce qui fait qu'on a on a une cohésion sociale déjà qui est là. Maintenant, je dis, si il y a ce facteur qui est là, avec ce facteur, si on y ajoute le dialogue et chacun joue sa partition, et c'est quoi? L'État est représenté, la justice est rendue de façon équitable, sainement, bien distribuée. Et les mandats, comme vous avez dit, les élus locaux
les élus nationaux, chacun s'implique. Je suis sûr que on trouvera la solution. Je veux vous faire remarquer quelque chose. Monsieur, au Mali, et de Taï à Kidal, mais si vous parlez seulement, vous vous retrouvez quelque part. Ça, c'est rare dans les autres pays de la sous-région. Mais sur le Mali, celui qui a Caï, il y a un Mopti, il y a quelque chose, il y a un trait qui vous unit, et immédiatement, c'est cool. Quelqu'un a l'habitude de dire que quand on parle de l'impunité au Mali, c'est humaniste. Parce que au Mali, tout le monde est cousin, tout le monde est frère, tout le monde est parent. Et quand tu touches à quelqu'un, tu touches à tout le monde. Ça, c'est la cohésion. C'est vraiment la cohésion sociale. Et s'il y a ce pilier, je pense qu'on peut aller avec ça, avec le dialogue. Je pense que vraiment, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et je suis sûr, ceux qui se sont entretués et ceux qui ont pris des armes pour s'entretuer, je suis sûr que ce n'était pas prémédité. Mais c'est des facteurs qui sont faits que ça a explosé. Il y avait tous les ingrédients qui sont là, et puis ça a explosé. C'est pas prémédité, c'est pas une préméditation. Ça, c'est pas malien. Alors, nous retrouvons à présent Brema Eli Diko, qui est donc sociologue. Alors, Monsieur Diko, dites-nous, face à la situation qui prévaut aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire le plus rapidement possible? Qu'est-ce qu'il est urgent de faire aujourd'hui? De façon urgente, il faut qu'il y ait des personnes qui s'interposent déjà entre les belligérants, pour éviter en fait qu'il y ait d'autres règlements de compte. Ça, c'est une urgence. Après, comme je disais, il faut situer les responsabilités et après, il faut rendre justice en fonction des coupables. Et puis après, je pense que l'État, plus tard, doit s'atteler à se redéployer, à faire en sorte de contrôler la circulation des armes dans cette zone, parce que l'État est plutôt présent ailleurs que là-bas. Voilà, donc ça, c'est des choses en fait à mettre en place. Alors, il nous reste très peu de temps. Je crois que nous allons demander à vous, Chaka Chebli Doumbia, de conclure, de tirer une conclusion. Moi, je pense que Fomba, dans telle situation, nous pouvons avoir des tensions communautaires. Ça, c'est tout à fait normal. Mais des tensions communautaires qui se terminent par des violences et atteindre un certain degré c'est quand même regrettable, ça. Si l'État s'assume, si l'État assume sa part de responsabilité, on peut se limiter au cadre des tensions communautaires sans jamais atteindre un tel degré. Ça, c'est un premier point qu'il faut souligner. Le second point, c'est que lorsqu'on passe à l'attaque aux affrontements, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de la justice, il faut des forces de l'ordre, mais à mon avis, lorsqu'on ne privilégie pas les mécanismes locaux des règlements des différends, nous ne pouvons pas avoir une solution définitive, une solution différente à ces conflits. Et j'avais terminé avec quoi? C'est qu'il faut, comme il l'a dit tout à l'heure le professeur, il faut vraiment contrôler la circulation des armes sur toute l'étendue du territoire. Voilà, c'est sur ces propos que prend fin le grand dialogue de ce jeudi. Je rappelle le sujet du jour, les conflits intercommunautaires au Mali. Nous en avons parlé avec trois invités, Oumar Batili, le maire de Mopti, qui était en ligne, Brema Eli Diko, sociologue également en ligne, et ici, dans ce studio présent, Chaka Chebli Doumbia du Centre d'analyse politique et économique. À la mise en onde, il y avait Salim Djouara, régie vidéo Gagné Kanté, réalisation Ousmane Djadje Touré, à la prestation Seydou Fomba. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous demain. Demain, ce sera donc le forum de la presse. À demain donc. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.